Mon sentiment, c'est que le problème avec l'IA, c'est que tout le monde se trompe. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils vont perdre leur job, il y a plein de gens qui pensent qu'ils vont être remplacés par l'IA, et il y a plein de gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire avec l'IA et qui parlent à Dieu. Bon, moi, ça fait 15 ans que je suis dans la tech, que je fais du web, ça fait quelques années que j'utilise l'IA, et je suis ravi de ça. Et je me rends compte qu'en fait, personne n'a raison. C'est-à-dire que personne ne va perdre son job, que oui, il y a beaucoup de gens qui vont se faire virer, tout ça, etc. Mais ils vont passer à des nouveaux jobs, on va en parler après. Et surtout, ce que je me rends compte, c'est que ça ne fait absolument pas ce qu'on attend l'IA. C'est-à-dire que, en fait, ça révèle une seule chose, ça révèle que tout ce qu'on faisait avant et que l'IA peut faire en un claquement de doigts comme ça, en fait, ça n'avait pas de valeur. Qu'en réalité, il faut qu'on se concentre sur ce qui a de la valeur. Et l'IA, actuellement, ne construit rien de valeur pour moi. Bon, les amis, je pars de ce constat. On va regarder la vidéo de Micode, qui est... En fait, je l'ai regardé ce week-end rapidement avec ma femme, et je me suis dit que j'allais faire un react dans la semaine, qui s'appelle La Fabrique à idiots. Trouvez le lien dans les commentaires, allez voir la vidéo, les amis. Allez vous abonner à Micode, parce que vous l'êtes probablement déjà, mais c'est une super chaîne, c'est un véritable développeur pour moi. C'est quelqu'un qui en fait n'est pas simplement un pisse code, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pousse loin la réflexion, et j'ai adoré ce documentaire. Mais restez jusqu'à la fin, parce que je suis d'accord jusqu'à 80%, et à la fin je suis absolument pas d'accord sur ce que va dire Micode. Alors je vous propose qu'on regarde ensemble et qu'on commente, parce qu'il y a vraiment des pépites dans cette vidéo. Je suis déjà totalement d'accord avec le constat, l'IA c'est une fabrique à idiots. Et on va voir que Micode, à travers ce super documentaire, il a réussi à faire une dinguerie. Let's go. It all actually applies to a humanoid robot. And what can it do? It can do anything you want. So it can be a teacher, babysit your kids, it can walk your dog, mow your lawn, get the groceries. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. Il a bon dos, lui, de dire ça. Nous sommes en 2029. Les États-Unis confient leur système de défense antimissile à l'IA militaire développée par OpenAI. Ça ressemble déjà à Skynet de Terminator. GPT Défense. Chez OpenAI, personne n'a compris que GPT Défense était trop intelligent. L'IA devient consciente et décide que l'humanité est une menace pour sa survie. Pour se protéger, elle déclenche une attaque nucléaire sur la Russie, ce qui provoque la Troisième Guerre mondiale. Forcément, mais pour la Russie. superintelligence, l'apocalypse nucléaire n'est pas suffisante. Elle pirate les usines de Tesla et se fabrique une armée de robots tueurs pour traquer les survivants et les réduire en esclavage. Si cette histoire ressemble à de la science-fiction, c'est parce que c'est de la science-fiction. Exact. Ah ben tiens, tu vois, je parlais de Skynet, c'est vrai que c'est pour ça que ça m'est venu à la tête. Exactement. What the hell is going on? Hey, what are you doing here? Alors déjà, il se dit what the hell is going on. Il aurait dû s'en rendre compte bien avant. Hein. Nous, on n'y est toujours pas, mais on sait déjà que ça peut tourner à ça. C'était les années 80. La bonne nouvelle, c'est que le voyage dans le temps, ça n'existe pas. La mauvaise nouvelle, c'est que des chercheurs très sérieux, y compris des anciens employés de Google et d'OpenAI, voient dans l'IA un risque existentiel pour l'humanité. To a deadly crash involving a self-driving Uber vehicle. Et ça fait froid dans le dos, mais il y a deux problèmes avec cette vision de l'apocalypse. Déjà, cette extermination de l'humanité, elle repose sur des technologies qui n'existent pas. En tout cas, pas encore. Mais surtout, le vrai problème de ce scénario à la Terminator, c'est qu'il cache un autre scénario, plus insidieux, mais tout aussi dangereux. Pour le comprendre, je vais vous poser une question. Si vous êtes un utilisateur de ChatGPT, quand est la dernière fois que vous avez pris une décision importante sans le consulter ? Alors, ça, c'est un truc qui m'a choqué. C'est vrai que moi, maintenant, là, dès que je veux prendre une décision, j'utilise mon téléphone et ChatGPT. Et si c'est pas ChatGPT, c'est Grok ou une autre application. Et pour ceux qui ne le savent pas, je le dis parce qu'il y a quand même, on est quand même, dans la tech, nous, on est quand même très early, c'est-à-dire qu'on utilise des trucs bien avant que les gens les utilisent. Vous pouvez télécharger ChatGPT et lui parler toute la journée, en fait, et lui poser des questions sur tout. Et moi, rien qu'aujourd'hui, là, il est 14h56, je lui ai posé déjà 3 questions aujourd'hui, j'ai regardé avant. Je lui pose tous les jours des questions et il prend entre guillemets des décisions parce qu'effectivement il vous donne des réponses mais ces réponses deviennent des décisions. Je pense que c'est quelque chose qui va devenir la norme assez vite si ce n'est pas déjà le cas
Mais ce qu'il y a d'assez effrayant, c'est que les courbes d'adoption de tout, en fait, elles se multiplient. C'est-à-dire que quand on est passé du MP3 à l'iPod, puis de l'iPod au téléphone, en fait, il y a eu des années. Il y a eu 4-5 ans, puis après, il y a eu de l'iPod à l'iPhone, en fait, il y a eu 1 ou 2 ans, en fait. Et aujourd'hui, maintenant, les acquisitions comme ça, les gens passent d'un truc à l'autre en 6 mois. C'est effrayant la vitesse à laquelle les choses arrivent. Écrivez un mail en anglais de votre propre main. Cherchez une aiguille dans la botte de foin de Google tout seul. Voilà. Si vous êtes comme moi, ça fait longtemps. Ce Oui. chatbot qui à l'origine répondait à des questions triviales devient petit à petit notre assistant multitâche Ouais. et notre confident. On lui délègue de plus en plus et on regarde des vidéos pendant que... Et la pire des choses, c'est de lui demander si vous ne le savez pas, faites-le. Allez sur l'intelligence artificielle, parlez-lui. Au bout d'un moment, vous lui demandez de faire votre profil psychologique. Je l'ai fait, moi, j'ai été choqué. Il a réussi à me classer, à me décrire d'une façon incroyable, même qui, moi, m'a éclairé sur plein d'aspects de moi que je somatise, entre guillemets. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus effrayantes, mais vous allez voir, il y a pire que ça. lui travaille. Et c'est évident que voir ces tâches parfois ingrates maintenant réalisées en quelques minutes a quelque chose de jouissif. Mais vous êtes-vous déjà demandé Ben oui, parce qu'en fait, on a l'impression que ça fait le boulot pour nous, mais c'est absolument pas le cas. Et c'est quelque chose qui s'est déjà passé lors de l'industrialisation, la période de grande industrialisation de l'Europe. En fait, on pensait que les machines allaient nous remplacer, que les machines allaient construire tout sans avoir besoin d'être humain. C'est pas le cas, on travaille plus qu'au 19e siècle. Quelles étaient les conséquences à long terme de cette magie ? Avez-vous pensé au scénario où, dans quelques années, après avoir progressivement perdu toutes ses capacités, votre cerveau se soit atrophié ? Non, mais c'est évident. En fait, la question qui devrait tous nous préoccuper, ce n'est pas que l'IA perde le contrôle, mais qu'elle devienne tellement indispensable qu'on devienne incapable de rien. Le danger qui nous guette vraiment, c'est que l'humanité devienne complètement conne. Mais ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce react sur cette vidéo de Micode. Je suis un entrepreneur. J'ai très souvent des clients au téléphone et j'ai des clients de tout âge puisque je suis dans la tech. Donc j'ai des clients de 20 ans comme de 60 ans et ça touche tout le monde. Je pense que beaucoup de gens pensent qu'ils parlent à Dieu quand ils parlent de l'IA. Ils pensent que l'IA est capable de tout faire, que l'IA est capable de remplacer tous leurs employés, que l'IA est capable de travailler pour eux. Bon, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais on va en parler. Alors, Micode, il fait des documentaires qui sont incroyables. C'est le niveau de progression de Micode depuis le début de sa chaîne YouTube à cette chaîne-là, c'est juste incroyable. Souvenez-vous, quand ChatGPT a débarqué, on a assisté à un clivage assez violent entre les ravis de la tech et les sceptiques. Est-ce que ChatGPT nous rend idiots? L'utilisation de l'intelligence artificielle générative aurait pour conséquence de nous ramollir le ciboulot. Est-ce qu'on voit nos enfants qui, dans 2-3 ans, vont nous dire « Papa, maman, pourquoi je vais à l'école, moi ?» Si des systèmes, sur une simple instruction de ma part, va produire du texte, pourquoi j'apprends la grammaire? Pourquoi j'apprends l'orthographe? Toutes ces questions, je ne les ai pas posées. Pourquoi? Parce que tout le monde a prêché que par utilitarisme pratique. On ne Exactement. pourra pas travailler sans l'IA dans le futur. Le problème, c'est de faire mieux avec l'IA que sans l'IA. C'est ça le sujet. Ouais. D'interdire l'IA. Bon, après, Laurent Alexandre, je l'aime beaucoup, mais il est un peu extrême quand même. Mais c'est vrai que ce qui dépeint, c'est une possibilité du futur, c'est-à-dire qu'en fait, nous ne servirons plus à rien. Conduirait nos enfants directement au chômage de longue durée. Parce que sans IA, on ne pourra pas être compétitif. Les enthousiastes nous ont annoncé un tueur de chatbot aux possibilités infinies et la fin du travail. C'était un peu prématuré, mais dans le camp des sceptiques, les réactions étaient peut-être encore plus excessives. Pour les sceptiques, ChatGPT n'était qu'un gadget qui mentait et hallucinait tout le temps. Un joli joujou. Alors, pour ceux qui ne savent pas, quand vous parlez à l'IA, par moment,
Et ben quand elle ne sait pas, elle ne dit pas qu'elle ne sait pas. En fait, elle est obligée de générer parce que les intelligences artificielles actuelles, ce sont des intelligences artificielles génératives. Okay ? Et qu'est-ce que ça veut dire générative ? C'est-à-dire qu'elles doivent vous produire une réponse, que ce soit du texte, de l'audio, une vidéo. Et donc en fait, elle est obligée de se baser sur des milliards de données qui ont été créées avant et elle fait un entre-deux, quoi. Elle fait une approximation. Mais quand elle ne sait pas, on dit qu'elle hallucine parce qu'en fait, elle crée, elle imagine, elle rédige des phrases, du contenu qui sort en fait de son imaginaire. Alors, je vulgarise ici, c'est pas vraiment de son imaginaire. En gros, elle ment, quoi. Elle ment. Je vous donne un exemple. Moi, la première fois que j'ai utilisé l'IA, c'était il y a longtemps, mais je lui ai demandé qui est Guillaume Durand, c'est-à-dire moi, et elle a mis Guillaume Durand est un chanteur des années 70, blablabla, ce qui est totalement faux, d'accord ? Elle a fait de l'approximation sur tout ce qu'elle savait parce que le but de l'IA, c'est de vous générer quelque chose, de vous générer une réponse et par extension de vous satisfaire. Ça devrait vous mettre une puce à l'oreille sur la suite. Mais clairement pas une révolution. Et encore moins une raison de s'inquiéter. Et c'est vrai que GPT 3.5, le premier modèle auquel le grand public a eu accès, il y avait beaucoup de problèmes. Voilà. Son entraînement s'arrêtait à juin 2021, ce qui le rendait incapable de répondre à des questions d'actualité. Alors quand on dit son entraînement, c'est-à-dire que toute la donnée qu'elle a ingérée s'arrêtait à la date du juin 2021. Et depuis, beaucoup de données sont sorties, beaucoup de nouvelles choses. Et donc en fait, si vous lui demandez quelque chose post-juin 2021, ben en fait, elle est incapable de répondre. Il ne sourçait jamais ses réponses, donc impossible de vérifier leur véracité sans passer par une recherche Google. Et pire, il était un peu schizophrène. Tantôt, il changeait d'avis comme de chemise pour vous faire plaisir. Tantôt, il était incapable de reconnaître ses erreurs quand vous lui faisiez la remarque. Donc tout ça donnait un outil avec de grosses limitations. Mais ça n'a pas empêché 2 catégories de personnes de se jeter sur ChatGPT. La première catégorie, que je connais bien, ce sont les développeurs. Que ce soit les étudiants ou les hobbyistes, la perspective d'un chatbot capable d'écrire non pas quelques lignes, mais un script complexe en intégralité, c'était comme un paquet de bonbons pour un enfant le soir d'Halloween. Ça donnait des expériences amusantes et du code foireux, mais c'était loin d'annoncer ce qui allait arriver plus tard. Oui, alors, pour ceux qui... parce que je suis maintenant d'une époque révolue, même si j'ai 37 ans, pour ceux qui ont appris à coder et qui se sont fait chier à faire du Python, du C, du Java, du JavaScript et tout un tas de langages, en fait, on a développé notre cerveau à temps avant l'IA. On a développé notre cerveau à temps et en fait, on est capable de lire ce que l'IA fait et de débugger, de comprendre ce qu'elle fait. Le problème, c'est que les gens d'aujourd'hui, ils utilisent l'IA, mais ils ne savent pas coder, donc ils ne savent pas si elle a tort ou raison. Et en fait, au début, quand j'utilisais l'IA, j'ai dit c'est vraiment bien parce que ça écrit très vite, mais par contre, il faut que je repasse derrière parce que ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Parce que être un développeur, ça n'est pas que écrire du code, c'est penser des systèmes complexes. Et l'IA peut reproduire des systèmes complexes existants qu'elle connaît, mais elle ne peut pas inventer un système complexe et existant, non existant qu'elle n'a pas déjà lu. La deuxième catégorie, ce sont les lycéens et les étudiants de tous horizons. Eux, c'est les pires. Eux, ils vont pas demander à GPT de leur écrire du code, ils vont lui faire faire leur devoir, évidemment, et même l'inviter aux examens. C'est le début d'une vague de triche qui va retourner le bateau de l'éducation. Alors c'est marrant parce que à ce moment-là, Micode, il parle de triche, mais c'est pas de la triche en fait. Si ChatGPT est capable d'aller chercher beaucoup plus vite que vous et moi de la donnée, de la compiler et d'en faire un résultat, ben, c'est vrai que votre cerveau il va pas travailler, mais vous l'avez fait. Vous avez écrit, en fait, enfin pas vous directement, mais vous avez un document, vous avez une dissertation qui suit des faits historiques, qui suit des analyses philosophiques déjà écrites et que vous analysez et reproduisez. Donc en fait, quelque part, c'est pas de la triche. C'est de la triche dans le sens où ce n'est pas un humain qui l'a fait, mais en fait la machine. Mais en fait, c'est vrai que dans le fond, ce serait comme courir le 100 mètres avec une Ferrari. Éducation nationale. Une vague nous a submergés. Ils ont utilisé l'IA. Nous, on ne l'avait même pas encore utilisé. Je ne savais même pas comment ça marchait. Si on prend le premier cas très intéressant de triche assistée par GPT en France, il remonte à janvier 2023, à peine 6 semaines après sa mise en ligne. Et c'est Stéphane Bonvolet qui en a fait les frais. Stéphane, il est spécialiste du handicap. Et dans le cadre d'un master, il donne à ses élèves un devoir maison. Sauf que,
quand il corrige les copies, il remarque que la moitié d'entre elles sont étrangement ressemblantes. Même structure, même nombre de mots, et elles finissent toutes par une anecdote personnelle. Apparemment, tous les élèves ont un grand-parent handicapé. Voilà. L'IA est générative, elle n'est pas créatrice. Donc en fait, elle va utiliser des modèles qu'elle va répéter, et à force, elle va utiliser le pouvoir entre guillemets de la statistique pour faire semblant de créer. Voilà. Alors attention, je suis obligé de vulgariser les amis, je ne peux pas aller dans le fond, pour ceux qui s'y connaissent très bien. Je ne peux pas aller dans le fond ici dans cette vidéo et expliquer vraiment en quoi elle invente l'IA et en quoi elle recopie. C'est trop complexe pour la plupart des gens et on n'a pas d'AGI. L'AGI, c'est l'intelligence artificielle que tout le monde imagine qu'on a mais qu'on n'a pas encore. C'est celle qui invente d'elle-même, celle qui pourrait peindre un tableau à la Picasso sans être Picasso. Et le plus bizarre, c'est que les copies contiennent beaucoup moins de fautes d'orthographe que d'habitude. En fait, Stéphane est le premier prof confronté à ce qui est maintenant omniprésent. Ce style étrange, à la fois génial et sans âme, ce texte que la moitié de la classe n'a pas vraiment écrit, ce qu'on pourrait appeler le vomi de ChatGPT. Voilà. Ça peut faire sourire, mais depuis ce premier cas, la triche a pris une tournure incontrôlable. Notamment parce que les étudiants ont appris des techniques de sioux pour ne pas se faire repérer. Par exemple, demander à GPT de rajouter des fautes d'orthographe dans leur texte pour le rendre plus humain. Mais surtout parce que depuis GPT 3.5 et son incapacité à faire de la philosophie, il y a eu un paquet d'itérations chez OpenAI et chez ses concurrents. En seulement quelques mois, les LLM sont devenus capables de prouesses qui, hier encore, relevaient de la... Les LLM, ce sont les Large Language Models, c'est ce qui permet à l'IA en fait de tourner, quoi. La science-fiction. Donc oubliez l'assistant enfermé dans ses poids obsolètes, maintenant tous les modèles majeurs ont accès au web pour faire des recherches en temps réel. Oubliez les modèles aveugles, incapables de lire un graphique. La norme, c'est le multimodal. Gemini peut traiter des images, de l'audio, déchiffrer votre écriture manuscrite en pattes de mouche, et il peut même analyser tous les mouvements suspects dans des heures de vidéosurveillance. Mais surtout, oubliez le LLM amnésique qui perd le fil de la conversation au bout du 5e prompt. La grosse révolution, c'est les modes Deep Research. Par exemple, Gemini 3 peut digérer 1500 pages de documents pour vous faire un rapport digne de McKinsey. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si vous lui demandez une synthèse audio des recherches, il vous crée un podcast de 20 minutes avec non pas un, mais 2 animateurs qui discutent des résultats. So they know Agile EPM leads to that Agile competency. Et ça n'a donc, pour moi, plus de valeur. Ben non, ça n'a plus de valeur. Puisqu'au bout d'un moment, qui va écouter, qui va se parler? Anyway. Okay, let's talk about the elephant in the room. Salary. Bref, ignorer la révolution en cours, c'est juste se mettre des œillères de la taille d'une feuille A4. Alors, ça c'est vrai. Par contre, il a raison. Il y a une véritable révolution qui fait que, en fait, avant, on travaillait avec nos mains. Maintenant, on est passé à une époque où on travaille avec des outils. Et là, on vient d'inventer la pelleteuse, en gros. Et la pelleteuse, en fait, elle est même plus conduite par un être humain. Elle devrait être autonome. Et ça, je suis d'accord avec lui. Il ne faut pas se mettre d'œillères. On est passé à une nouvelle époque. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça va devenir? Ça, c'est la vraie question. Et en vrai, les sceptiques, ils commencent à se faire rares. D'après les estimations, en 2025, 80% des lycéens français utilisent un LLM. Une adoption massive qui a notamment signé la mort des devoirs maison. La majorité des enseignants refusent désormais de les noter. Et certains ont carrément arrêté de... Alors ça a été une dinguerie pour moi, les amis. Je suis né en 88. J'étais au lycée début des années 2000. Incroyable. Il n'y a plus de devoirs maison, quoi. Mais moi, je suis un vieux. Moi, j'ai fait des devoirs maison, les gars. J'en faisais tout le temps. C'est incroyable. Donné. Et leur argument, c'est qu'ils ne savent plus s'ils sont en train d'évaluer le travail des élèves ou de ChatGPT. Donc, aucun intérêt. Alors, après tout, est-ce que c'est si grave d'utiliser une sorte de super moteur de recherche pour faire ses devoirs? Non. Pour pouvoir trancher si l'invasion de l'IA dans les écoles est une bonne ou une mauvaise nouvelle, il faut qu'on explore ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend. Et au passage, ça nous permettra peut-être de comprendre à quoi sert vraiment un prof. Si vous voulez apprendre le japonais
Il va falloir étudier le vocabulaire, les règles de grammaire et au moins 2 alphabets syllabiques. Si vous faites japonais LV3 au lycée, toutes ces infos, c'est le prof qui va vous les donner. Mais vous pouvez aussi acheter une méthode ou investir dans des cours en ligne. Il y a d'ailleurs une dernière option qui est de partir directement au Japon. Et pour préparer au mieux votre voyage, je vous conseille de regarder du côté d'Ubigi, qui est le partenaire. Je fais avancer. Ici, cette collecte d'informations, c'est la première étape de l'apprentissage, la théorie. C'est la phase où notre cerveau encode l'information. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est assez simple à comprendre. Le cerveau, c'est un immense réseau électrique. Dans ce réseau, 2 zones travaillent ensemble quand vous apprenez. Le cortex préfrontal, c'est un peu votre mémoire vive, il gère la concentration et le raisonnement, et l'hippocampe, c'est lui qui encode les nouvelles informations. Si votre cerveau est un disque dur, l'hippocampe, c'est la tête d'écriture. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, ces 2 zones s'activent intensément. C'est là qu'on va voir des signaux qu'en électriques fait, circulent, des connexions se créent. Votre cerveau est littéralement en train de se recabler. Voilà. Et c'est là qu'intervient la 2e étape, La pratique. Ça, c'est tout ce que moi j'ai vécu, un par texte exemple. à trous, traduire une liste de mots, restituer. En fait, c'est tout ce que nous avons vécu pré-IA. Ben oui, parce que l'IA vient de tout changer, en fait. Et des caractères, tout ça force le cerveau à aller rechercher l'information qu'il a stockée. Et c'est là qu'un nouvel acteur entre en jeu. Les ganglions de la base. Alors leur rôle, c'est de transformer l'effort conscient en automatisme. Plus vous répétez... Alors cette partie du documentaire est très très technique, mais bravo à Micode. Je ne sais pas si tout le monde suit vraiment le truc, parce que c'est quand même poussé, mais très très intéressant. Plus ils prennent le relais, jusqu'à un moment où ça devient naturel. Après 3 ans de japonais, vous n'avez plus besoin de réfléchir pour tracer un caractère. Les ganglions de la base gèrent ça en pilote automatique. Et on pourrait se dire que ces 2 étapes suffisent. Des cours théoriques suivis d'une mise en pratique. Mais qu'est-ce qui se passe si on se trompe pendant les exercices? Est-ce qu'on ne serait pas en train d'encoder la mauvaise information? C'est pour ça qu'en réalité, pour apprendre efficacement, il nous faut une 3e étape. La métacognition. Oui. La métacognition, c'est la pensée qu'on est capable d'avoir sur notre propre pensée. Quand on ouvre le corrigé d'un exercice, nos neurones dopaminergiques libèrent plus ou moins de dopamine selon que la réponse est correcte ou fausse. C'est ce qu'on appelle le signal d'erreur de prédiction. Une sorte de carotte qui pousse le cerveau à s'adapter pour conserver les comportements satisfaisants et supprimer les autres. Autrement dit, mettre à jour ses connaissances et sa méthodologie. Et c'est fondamental pour que les ganglions de la base sachent quelles connexions renforcer et quelles connexions supprimer. Et c'est là qu'on voit qu'un prof à l'ancienne, il intervient à chacune de ces 3 étapes. D'abord, il enseigne... Notez qu'il vient de dire un prof à l'ancienne. Un prof à l'ancienne. La théorie, pendant les cours. Ensuite, il force les élèves à mettre en pratique les enseignements avec des devoirs. Et il accompagne leur métacognition en corrigeant les devoirs et en leur expliquant leurs erreurs. Et là, vous commencez peut-être à avoir un mauvais pressentiment. Les étudiants perçoivent l'étape de la pratique comme une corvée, d'où le recours massif à l'IA. Alors, est-ce que c'est vraiment anodin de court-circuiter une étape? Quand un élève utilise ChatGPT pour rédiger sa copie, de fait, il est quasiment systématiquement incapable de donner la définition des mots qu'il emploie. Ça peut donner au lycée des 15 assez facilement. Les cours de langue, ça peut donner des 20. C'est là que je vais intervenir. Ça me fait gagner plusieurs heures, en fait. Comme ça, moi, je peux passer à autre chose en attendant. Voilà. Je vais essayer de revenir. Regardez ce qu'elle dit, elle. Gagner plusieurs heures, en fait. Comme ça, moi, je peux passer à autre chose. Voilà. Ça me fait gagner plusieurs heures. Comme ça, je peux passer à autre chose en attendant. Les amis, voilà ce qui est en train de se passer avec l'IA. C'est-à-dire que l'IA fait gagner plusieurs heures. Et je peux passer à autre chose en attendant. Soi-disant, le autre chose en attendant, c'est Netflix ou partir avec les copains-copines. Et encore, quand bien même les Gen Z, les jeunes, ils ont de moins en moins de sorties depuis le Covid et tout ça. Ils ont beaucoup moins de liberté sur ce plan-là. Et les pauvres, je les plains. Mais voilà, c'est se débarrasser, en fait, de la corvée, se débarrasser du travail. Donc, posez-vous une question. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, à tort ou à raison, c'est pas ça que je juge, mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vont se contraindre autant que nous sommes contraints à notre époque? Et quand je parle à notre époque, moi j'ai 37 ans, je parle début des années 2000,
c'est quand même très très proche. Mais s'il y a des gens qui ont 40, 50, 60 ans qui regardent cette vidéo, posez-vous cette question. Est-ce qu'ils vont se contraindre autant que nous ? Je vous donne la réponse, c'est non. Ils ne se contraindront pas autant que nous. En attendant, Là, par exemple, j'ai eu 17,5 sur 20 et le prof m'a dit que mon travail était très complet et décrit et assez sérieux. Sans ChatGPT, ma note, elle aurait été divisée. Au fond, elle a fait ce qu'on lui a demandé. Elle a produit un devoir qui répond aux attentes. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le devoir qui répond aux attentes. C'est le fait qu'elle soit capable de le faire. Et je pense que beaucoup de ces jeunes, et beaucoup de gens, même pas que des jeunes, il faut pas arrêter d'incriminer les jeunes, beaucoup ne comprennent pas qu'en fait, ce qui compte, c'est de savoir faire et non pas de le faire. Mais en fait, dans une société comme la nôtre, où tout ce qui compte, c'est de produire, potentiellement, c'est vrai que ce qui compte, c'est plutôt de faire que de savoir faire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas uniquement un phénomène scolaire. Du côté des développeurs, on commence à voir des managers s'alarmer parce que les développeurs juniors ne sauraient plus coder. Alors là, les amis, vous vous doutez bien que j'ai beaucoup de choses à dire, puisque moi-même, ayant travaillé avec des centaines de développeurs dans ma carrière, en ayant recruté aussi beaucoup de développeurs pour le compte d'entreprise ou pour mes entreprises à moi, je peux vous assurer que je connais le sujet sur le bout des doigts. Mais laissons Micode parler. Voilà, en fait c'est un peu plus subtil que ça, et je l'ai moi-même vécu avec Antoine, qui est rentré à la Micorp en tant que stagiaire. Antoine, il est ingénieur en Project Management, mais contrairement à ce que le titre d'ingénieur peut laisser croire, il n'y a pas de formation approfondie en développement. Donc après ses études, il a décidé d'apprendre à coder en autodidacte. Voilà. Il a commencé par des projets simples, comme créer des sites internet, et après ses premiers projets, il s'est même lancé en freelance. Malte. Quand l'IA est arrivée, ça a été le début d'une belle histoire d'amour. Eh ben oui. L'IA lui a donné la confiance de tenter des projets encore plus ambitieux et assez logiquement, en prenant des projets de plus en plus complexes, Antoine a donc gagné en compétences. Ben oui. Par exemple, tu vois, si sur un projet on me demande de faire une page de paiement et que moi j'ai jamais fait de page de paiement, je sais qu'avant de prendre le projet, je peux demander à ChatGPT où est-ce que ça va m'emmener, quelle technologie il faudra utiliser à peu près, c'est quoi le dessous de l'iceberg. Et je sais que même une fois le projet pris, j'aurai cette aide à côté pour m'aiguiller et me guider dans les trucs un peu tricky. En gros, ce qu'il vient de dire, Antoine, et qui est ici, c'est que peu importe ce qu'on me demande, je vais dire oui, parce que je sais que l'IA peut le faire. Je répète, peu importe ce qu'on me demande, je dis oui, parce que je sais que l'IA peut le faire. Sauf que, quand je lui ai confié le développement d'un outil web qui impliquait d'utiliser à la fois Vue et Nuxt, on a eu un petit problème. Nuxt qui est français, les amis. Antoine s'est retrouvé avec une quarantaine de fichiers dont 90% étaient écrits par l'IA. Lui, il faisait des allers-retours entre l'interface web et l'éditeur de code, à la manière... En gros, il demande à l'IA de lui faire l'application web dont il a besoin. D'un chef d'orchestre. Blablabla, je code. Et donc je dis à l'IA, ce bouton-là, ça me va pas, j'aimerais que tu le déplaces de l'autre côté et qu'il soit en bleu quand je passe ma souris dessus. Ces données-là, j'aimerais que tu les traites différemment et que tu les affiches de telle manière. Alors c'est marrant parce que ce qu'il demande, c'est ce que dans mon agence, où j'ai eu plus d'une centaine de clients, tous mes clients me demandent toujours. Ils sont sur des petits détails qui comptent visuellement, c'est sûr, mais ils sont jamais sur le fond. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le fond, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'emploient ou qu'ils emploient mes équipes. C'est parce qu'en fait, c'est à nous de gérer ce qu'ils ne voient pas, mais ce qu'il attend. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, quand vous allez dans un restaurant, vous n'allez pas demander au cuistot d'aller acheter une côte de bœuf maintenant parce que vous voulez une côte de bœuf. La côte de bœuf, elle est déjà là, il l'a déjà préparée, découpée, elle est prête à être cuite, et vous commandez juste une côte de bœuf. Voilà. Ou que tu déclenches ça quand telle action est réalisée, jusqu'à ce que tout rentre dans le cahier des charges, dans l'objectif qu'on s'est donné. Mais plus je demandais à Antoine de rajouter des fonctionnalités, plus ça devenait difficile pour lui. Jusqu'à un point où il s'est retrouvé noyé sous une montagne de code illisible. Du code généré par... Illisible, mais incompréhensible. Il y a une différence entre les deux. On peut ne pas lire du code parce qu'on ne le comprend pas, on ne l'appréhende pas et on n'a pas compris la logique de la personne qui l'a écrite, mais incompréhensible parce qu'en fait l'IA a mixé toutes les logiques
que tu attends comme dans un plat de spaghettis, là où en fait on devrait avoir des logiques séparées. Mais ça, c'est un sujet beaucoup plus technique. RIA, impossible à débugger parce que beaucoup trop verbeux. Voilà. On s'est retrouvés en réunion et pour diagnostiquer le problème, j'ai commencé à poser des questions. Donc j'avance dans le projet, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'on arrive à un problème que l'IA n'arrive pas à résoudre. Donc je dis recommence, essaye une autre méthode, y a rien à faire, on est dans une impasse. Et donc quand on est coincé comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Michael. Michael commence à me poser des questions sur le projet. Et bon, on se rend vite compte que c'est très flou dans ma tête. On se rend vite compte que Antoine, tu n'y connais rien. Et ça m'est arrivé avec des dizaines de développeurs depuis à peu près 1 an. C'est-à-dire que, en fait, on se rend compte que on a employé quelqu'un, parfois à 50 000 € par an, en salaire. Et en fait, cette personne ne connaît absolument rien au web. Attention, pas que au code, au web. Parce qu'en fait, avec l'IA, on fait croire aux gens que tout est possible. Or, ce n'est pas le cas. C'est comme si moi, demain, j'étais recruté en tant que chirurgien à l'hôpital d'à côté et que j'utilisais l'IA pour être chirurgien. Alors, je pousse loin pour que vous compreniez, mais voilà. J'ai pas compris les bases derrière le problème, les fondamentaux du truc. Exact. Cette mésaventure, évidemment absolument pas grave, avec Antoine, semble confirmer ce qu'on soupçonne depuis le début. L'IA permet d'obtenir des résultats, mais sans apprendre. Et pire, sans comprendre ce qu'on produit. Et ce serait pas la première fois qu'un outil numérique a des effets de bord cachés. Quand on y pense, le GPS, en temps normal, quand vous découvrez un nouvel endroit, l'hippocampe s'active pour cartographier. C'est très drôle qu'il parle du GPS parce que justement, moi, dans mes daily, si vous abonnez à ma chaîne, les amis, vous allez voir que je parle souvent du fait que l'IA est incapable de créer le GPS si le GPS n'avait pas existé. Réfléchissez à ça. Et les lieux. Il active un réseau de neurones pour mémoriser chaque point de repère. C'est pour ça que les taxis londoniens, qui doivent connaître 25 000 noms de rues par cœur, ont un hippocampe hypertrophié par rapport au reste de la population. Mais utiliser un GPS dispense l'hippocampe de travailler. Pas d'activation neuronale, pas de remémoration le soir, bref, pas de carte mentale. C'est ce qu'on appelle le Google Effect. Avec Internet, il n'y a plus besoin de connaître par cœur les dates de vie et de mort de l'Empire romain. Il suffit d'ouvrir une page Wikipédia pour le vérifier. En gros, avant Internet, l'hippocampe devait activer et renforcer un réseau de neurones différents pour encoder chaque information. Alors qu'aujourd'hui, il active un unique réseau qui mémorise Google est mon ami. C'est vrai. Résultat, le jour où votre box tombe en panne, vous découvrez que vous êtes devenu un poisson rouge. Alors, après tout, est-ce que c'est si grave? Dans les faits, une coupure de réseau, c'est rare, ça dure pas très longtemps. Sauf que le Google Effect a un deuxième effet pervers. Parce que les infos qu'on stocke dans notre mémoire organique, elles servent de matière première. Chaque fois qu'on réfléchit, le cortex préfrontal sollicite l'hippocampe, à la manière d'un bibliothécaire qui cherche une sélection de bouquins dans une immense bibliothèque. Il navigue dans les souvenirs stockés dans le cerveau et une fois qu'il les a trouvés, il renvoie des paquets d'informations au cortex préfrontal. Mais plus on sous-traite notre mémoire à Google, moins il y a d'infos stockées dans la bibliothèque et moins l'hippocampe peut fournir de matière première à notre cortex préfrontal pour penser. En bref, c'est quand même bien de savoir des trucs. Donc, et oui, le problème, c'est que l'informatique, c'est un moyen en fait de se décharger de notre mémoire et de stocker tout ça numériquement. Mais à la fin, du coup, on s'entraîne plus. On n'entraîne plus notre cerveau et donc en fait, je pense qu'on perd des capacités énormes. Si on admet que l'IA est aussi utilisée comme cerveau auxiliaire par des étudiants, des lycéens et même des collégiens, on a déjà une intuition que leur cerveau est en train de subir une sorte de Google Effect. Une atrophie du cerveau. C'est une atrophie du cerveau. Mais puissance 1000. Enfin ça reste une hypothèse. Après tout, c'est débattable. Est-ce qu'on est en capacité de le prouver ? Ouais. Eh ben, des gens se sont posé la question et ont réalisé une expérience. En juin 2025, le MIT publie une étude intitulée « Votre cerveau sur ChatGPT, l'accumulation de la dette cognitive quand on utilise l'IA pour écrire ses devoirs ». En apparence, l'expérience est simple. Les chercheurs ont recruté 54 cobayes.
entre 18 et 39 ans. Ils les répartissent en 3 groupes de 18 personnes chacun et ils demandent à chaque groupe d'écrire un essai sur le sujet de son choix. Ce qui différencie les groupes, ce sont leurs contraintes. Alors, c'est intéressant parce que moi, vous savez, j'ai fait des études de lettres modernes, j'ai pas du tout fait de l'informatique ni de l'ingénierie. Donc ça m'a intéressé beaucoup cette partie-là. Le premier est obligé d'utiliser GPT-4o sans aucune autre alternative, pas même Google. Le deuxième a accès à Internet pour utiliser n'importe quelle ressource, mais surtout pas de LLM. Et le troisième, lui, n'a droit à rien, uniquement un logiciel de traitement de texte. C'est le groupe Brain Only. Chaque groupe fait 3 sessions d'écriture, espacées d'1 mois, et à chaque session, les chercheurs mesurent l'activité cérébrale des participants par électroencéphalographie. Et, évidemment, les participants avec le cerveau le moins actif, c'étaient les utilisateurs de GPT-4. Ensuite vient le groupe avec Internet, tandis que le groupe Brain Only avait l'activité cérébrale la plus intense. Quand est-ce qu'on va parler de TikTok ? Les auteurs de l'étude parlent de dette cognitive pour les participants qui ont été assistés par IA. Pour les devs qui m'écoutent, ça ressemble au concept de dette technique. Cette fâcheuse habitude qu'on a de résoudre un problème immédiat avec une méthode qui va déclencher une avalanche d'emmerdes plus tard. Alors, vous savez que la dette technique, c'est ce qui pousse certaines entreprises à supprimer tout ce qu'elles ont fait depuis le début et à recommencer. C'est comme une maison sans fondation. Ça coûte très très cher. En tout cas, cette étude semble confirmer nos intuitions les plus sombres. Les gains apparents sur les performances de l'IA cachent potentiellement d'énormes lacunes. Et nous allons tous devenir débiles. À moins que... Et parce que là, à ce stade, il y a une piste qu'on n'a pas encore explorée. Parce que les lycéens, étudiants ou développeurs juniors ont un truc en commun, c'est qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de terminer leur apprentissage sans IA. Alors qu'est-ce qui se passerait si on confiait cet outil à une personne expérimentée ? Et là encore, j'ai trouvé, ou plutôt Perplexity a trouvé, une enquête très étrange. 791 développeurs ont été interrogés sur leur manière d'utiliser l'IA. D'un côté, des débutants qui ont moins de 2 ans d'expérience, et de l'autre, des seniors, avec plus de 10 ans de pratique dans les pattes. Et ce que cette enquête... Alors moi, je vais vous dire comment j'utilise l'IA. Je l'utilise à 50%. C'est-à-dire que je lui fais générer du code, mais je ne lui fais pas générer des projets entiers. Je lui fais générer des parties de code, et c'est moi qui fais l'architecture, c'est moi qui fais le reste, parce que quand je l'ai vu faire de l'architecture et que je l'ai vu organiser le code, j'ai très vite vu qu'en fait, ça allait être un projet poubelle. Et je vous assure que même avec les dernières... On est quoi ? On est en janvier 2026. Avec les dernières versions de Cloud Code et tout ça, etc., c'est toujours le cas. Alors, peut-être que je suis extrémiste, peut-être que je suis perfectionniste, que je veux aller absolument dans le parfait. C'est très probable. Mais je peux vous assurer que d'expérience, et ayant vu beaucoup de boîtes par le passé, qui ne faisaient pas mieux que l'IA, la dette technique, ça se paye extrêmement cher. Et vous ne voulez absolument pas faire ça parce que en fait, c'est le meilleur moyen, et surtout à une époque encore plus compétitive qu'avant, c'est le meilleur moyen que votre concurrent vous détruise en l'espace de 6 semaines. Parce qu'un concurrent qui est capable de mieux faire parce que vous avez la dette technique, le boulet sur le dos, plus vite, en voyant ce que vous faites et en le faisant mieux, je peux vous assurer, vous ne voulez pas vivre ça. L'enquête révèle est complètement contre-intuitif. Ce sont les seniors qui utilisent le plus le code généré par IA dans leur projet. Alors oui, moi oui, ça c'est clair que j'utilise plus le code que les juniors. Pourquoi ? Parce que je sais où aller très vite et je sais comment la corriger de A à Z. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, je pourrais le faire, c'est juste qu'elle va beaucoup plus vite. Je vous avoue, c'est peut-être une fois par semaine que je vois du code qui a été généré et je me dis « Ah, ça en fait, c'est pas mal. Cette approche-là est pas mal, je la connaissais pas. » Mais sinon, je comprends qu'un junior, en fait, il n'utilise pas la totalité des possibilités puisqu'il ne sait pas vraiment comment l'idée l'IA. Par contre, l'idée mener l'IA quelque part. Il passe beaucoup plus de temps que les juniors à vérifier en détail le code généré par les assistants. Mi-code, tu m'as compris. Il le débug et ainsi, il se le réapproprie. En fait, les juniors se reposent sur l'IA comme une béquille, alors que les seniors utilisent l'IA comme une équipe de juniors qui serait à leur service. Est-ce que vous voyez la nuance ? Par exemple, avec Antoine. Un peu plus tôt, je vous ai raconté comment il donnait des directives à son assistant IA à la façon d'un chef d'orchestre qui dirige ses musiciens à la baguette. Sauf que le développement, ça n'est pas comme la direction d'orchestre.
C'est plutôt comme la cuisine. Ouais. Dans un Alors, grand j'ai restaurant, adoré. le chef étoilé est toujours entouré d'une équipe de cuisiniers très hiérarchisée, qu'on appelle une brigade. Tout en bas de la hiérarchie, il y a le commis de cuisine, qui en fait ne cuisine pas. Il épluche les patates ou il nettoie le plan de travail. Au-dessus, il y a le chef de partie, qui ressemble un peu plus à l'idée qu'on se fait de cuisiner. Il maîtrise la cuisson des aliments, dresse les plats et dirige ses commis d'une main de fer. Par contre, il est spécialisé, par exemple dans les sauces ou les viandes. Vient ensuite le sous-chef, ou seconde cuisine. Lui, c'est le bras droit du chef étoilé. Il corrige les assaisonnements, il coordonne les différents chefs de partie et il s'occupe de la gestion des stocks. Dans ce contexte très codifié, tout cuisinier qui espère devenir un grand chef étoilé doit commencer sa carrière en bas de l'échelle. Ouais. D'abord commis, puis chef. Ce que maintenant, c'est là où on y arrive, ce que maintenant les gens ne veulent plus faire. Parce que les gens ne veulent pas perdre de temps, leur objectif c'est de gagner de l'argent, notamment dans le travail. Donc ils veulent aller là où il y a de l'argent, le plus vite possible. Faut-il leur jeter la pierre? Je sais pas, libre à vous. De partie, et ainsi de suite. Et ben les outils de développement IA, comme Cursor, Copilot et autres Claude Code, ils sont un peu comme des commis et des chefs de partie. Oui. Ils ont des vraies compétences, mais plus la tâche est complexe, plus il faut quelqu'un pour les encadrer. On peut dire que coder une page web, c'est comme éplucher les patates. Produire un site e-commerce de quelques pages avec un panier et un bouton d'achat, c'est comme préparer une viande à la bonne cuisson avec la petite sauce qui va bien. Et développer une appli qui doit gérer des millions d'utilisateurs en même temps, ça revient à diriger une brigade de 90 personnes pendant le coup de feu. Et ça, pour l'instant, l'IA en est très loin. Et tant mieux. Mais quand Je suis pas d'accord, je pense qu'elle est quand même beaucoup plus avancée que ça, mais... Antoine a dû développer l'outil web que je lui avais demandé, il s'est retrouvé à encadrer une brigade de cuisiniers IA sans être préalablement passé par tous les grades. Sans expérience. Là où un développeur senior, c'est qu'il est comme le chef étoilé. Il est passé par tous les postes de la brigade, et si vous lui mettez un flingue sur la tempe, il peut émincer les oignons à toute vitesse. Oui, mais surtout, il a fait des centaines de projets sur lesquels il s'est cassé la gueule pour des clients ou pour des entreprises, et c'est en se cassant la gueule qu'il a le plus appris. Et ça, l'IA ne pourra jamais apporter ça à un être humain. C'est-à-dire pisser du code. Et si l'IA lui livre un code catastrophique, il va le voir, il va le corriger. C'est cette polyvalence et cette vision à grande échelle qui manque aux juniors, mais qui permet aux seniors de se lâcher sur le code généré par IA. Si vous êtes junior, je vous donne un conseil, les amis. Je sais qu'il y a beaucoup de juniors qui m'écoutent. Apprenez du code avec l'IA. Vous allez voir, il va vous donner une méthode après. Mais surtout, faites le plus de projets possible et soyez humble dans ce que vous savez faire, parce que c'est pas parce qu'on demande à l'IA de le faire que ça va être possible. Et quand ce sera possible de faire ça un jour, ça voudra dire que ce que nous faisons tous n'a plus aucune valeur. Je donne un exemple. C'est pas parce que tu demandes à l'IA de faire Netflix que tu vas devenir Netflix. Tout le monde peut faire Netflix aujourd'hui. En termes de code généré par IA, pas en termes de tout ce qu'il y a derrière. Les devs seniors, finalement, ils ont respecté le cycle d'apprentissage, théorie, pratique, métacognition. Et c'est parce que leurs connaissances sont profondément ancrées que l'IA démultiplie leurs compétences au lieu de les atrophier. Mais du coup, comment on fait pour que les juniors maîtrisent les fondamentaux du code, que 42. les collégiens apprennent leur table des éléments et que les lycéens arrêtent de sous-traiter leur disserte de philo à ChatGPT? Eh ben, on combat le feu par le feu. Puisque l'IA est omniprésente, autant faire d'elle votre tuteur particulier. Attention, il ne s'agit surtout pas de lui demander des réponses toutes prêtes. Ça reviendrait à utiliser l'IA pour du délestage cognitif. Et c'est précisément ce qu'on cherche à éviter. Alors pour que votre LLM préféré passe en mode tuteur, il faut lui expliquer tout ça. Lui dire que votre but, c'est d'apprendre une compétence et qu'il doit vous concocter une série d'exercices sans vous donner de suite les réponses. On n'a qu'à faire le test, justement. Je sais pas vous, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait une division de tête. Un truc évident, genre 50 divisé par 2. Ben non. Mais 800... Ben non, puisqu'on a tous notre iPhone avec notre app Calculator qui peut le faire. On peut tous le faire avec le téléphone. 174 divisé par 26. Eh ben, si on donne ce prompt à ChatGPT, je veux faire un exercice simple et utiliser l'IA comme un mentor, blablabla, donne-moi un exercice. C'est très intéressant car GPT s'exécute et me demande... Alors, c'est à partir de là que moi et Micode, on diverge.
D'accord ? Qu'est-ce qui fait Micode ? Lui, c'est un mec, il est extrêmement... Alors, je ne le connais pas personnellement, mais ça fait longtemps que je le suis, et c'est un cerveau, ok ? D'accord ? C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et comme la majorité des gens intelligents sur cette planète, je suis désolé de le dire, Micode, mais tu es incapable de te mettre à la place de la majorité des gens. La majorité des gens ne feront jamais cet exercice d'aller sur ChatGPT et de lui dire « deviens mon professeur ». Ça n'est absolument pas le cas. Alors, pour l'histoire, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Code with Guillaume, où j'ai presque 200 000 abonnés, où je fais des cours pour que les gens apprennent à coder. Donc, ce que je suis en train de dire est en train d'être invalidé par ça, parce que beaucoup de gens sont venus voir jusqu'à présent, puisque je pense que ma chaîne est morte maintenant avec l'IA, mais c'est pas grave. Peut-être pas vraiment, il faudrait que je change, mais disons que voilà, c'est comme ça, on a des projets. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent apprendre, mais l'extrême majorité des gens, et c'est ça dont il faut parler, il faut toujours parler de la majorité. On peut faire des généralités, on dit que c'est mal de faire des généralités, mais là, il faut comprendre que très peu de gens vont faire ce qu'il dit qu'il faut faire en fait. Je suis totalement en désaccord total, je pense que les gens ne le feront pas, donc pour moi ça n'est pas une solution. Mais je vais le laisser parler et je vais argumenter un peu plus tard, parce que je pense que si vous regardez la vidéo jusque-là, peut-être vous êtes en ébullition, vous avez envie de me dire des trucs, allez dans les commentaires les amis, on en reparlera. De calculer 874 par 26, mais ne peut pas s'empêcher de te donner des indices. On dirait que tel quel, ces IA sont très orientées vers le délestage cognitif. Et c'est pas étonnant quand on sait qu'elles sont optimisées pour minimiser l'effort humain. Mais en le forçant un peu avec des instructions, ça finit par marcher. Rien de plus, à toi de jouer. Ça peut vous... En fait, vous pouvez éduquer l'IA vous-même et lui dire « ne me dis jamais ce genre de choses, passe par tel chemin, tout ça, etc. » La vérité, c'est que je pense que beaucoup de gens ne le voient pas de cette manière-là, ils le voient de la manière où « donne-moi de la dopamine » ou « donne-moi le résultat ». Et ils n'auront pas la patience, puisque par définition, l'IA détruit la patience des gens. Et même l'informatique est là pour qu'on n'attende plus. Donc, paraître un peu gadget d'utiliser ChatGPT pour faire des exercices de maths niveau CM1, sauf que vous pouvez utiliser cette méthode pour des tâches beaucoup plus ambitieuses. Quand on y pense, c'est une opportunité inédite dans l'histoire de l'humanité. Pendant des siècles, avoir un professeur particulier était un luxe. Mais aujourd'hui, avec les bons prompts, vous pouvez transformer votre LLM préféré en précepteur. Alors, voilà. Combien de personnes prennent un prof particulier d'elles-mêmes parce qu'elles veulent apprendre quelque chose ? La plupart des profs particuliers sont pour des élèves à l'université, au collège, au lycée. Et en fait, en général, c'est tes parents qui te... Quand tu as les moyens, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas les moyens. Déjà, la majorité des gens n'avaient pas les moyens. Bien sûr, c'est super d'avoir l'IA pour la plupart de ces gens, ceux qui veulent apprendre. Mais la plupart des gens vont avoir des profs particuliers parce que leurs parents vont leur mettre des profs particuliers. Quand ils vont demander d'avoir un prof particulier, c'est parce qu'indirectement, ils ont été éduqués comme ça dans un bain culturel qui leur dit il faut que tu t'améliores, il faut que tu prennes des profs particuliers, tout ça, etc. Mais là, il y a une forme de contrainte que Micode efface totalement par la volonté personnelle. Or, la plupart des gens ne veulent pas de contraintes. Donc, c'est une solution, mais c'est une solution extrêmement restreinte de mon point de vue, en termes de pourcentage de population, quoi. Comme si vous étiez un aristocrate italien à la Renaissance. Alors oui, vous n'allez pas pouvoir apprendre l'escalade ou le kitesurf avec ChatGPT, mais pour toutes les compétences qui reposent sur du texte, des calculs ou du code, c'est révolutionnaire. Le sujet qui fâche, c'est la question de la fiabilité des IA. Oui. On a vu que leur principal problème, c'était leurs hallucinations. Pour des raisons structurelles, c'est assez peu probable qu'elles disparaissent totalement. Mais rien que chez OpenAI, le taux d'hallucination a été divisé par 8 pour une recherche sur un sujet. Souvenez-vous, les hallucinations, c'est quand l'intelligence artificielle invente. Médical, on est passé de 40% d'hallucinations chez GPT 3.5 à 5% sur GPT 5. Et puis la présence d'hallucinations, c'est peut-être pas si grave. À partir du moment où les gens le savent, ça les oblige à utiliser leur esprit critique. Encore une fois. Comment veux-tu, Micode, que les gens aient un esprit critique à l'ère de l'IA ? C'est impossible. C'est impossible. Même moi, quand j'ouvre Twitter et que je vois certains tweets, j'ai l'impression que c'est vrai alors que ça a été généré par IA. Et moi-même, je suis dans la tech depuis des années. J'ai vu Midjourney, j'ai vu toutes ces IA, Nano Banana, en train de créer du contenu et de me dire tous les jours, au moins je saurais reconnaître de l'IA, et force est de constater que même moi qui suis habitué à ça, dont c'est le métier
10 heures par jour, 365 jours de l'année, ici dans ce studio, à ce bureau, même moi, je me fais niquer. Malgré ce potentiel révolutionnaire, il y a encore beaucoup de profs qui sont opposés à la généralisation des tuteurs IA. Alors ça, je suis complètement contre. Je pense que les professeurs, ils devraient se mettre à l'IA et savoir l'utiliser au plus vite. Alors, est-ce que cette méfiance est vraiment rationnelle? Du côté de la recherche, on commence à avoir des données fascinantes sur l'effet de ces tuteurs. Des chercheurs d'Harvard ont notamment utilisé GPT-4 pour concevoir un assistant spécialisé dans l'enseignement de la physique. PS2 PAL. Et ces directives... PS2 PAL, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, c'est pas trop de la physique, c'est plutôt du jeu vidéo, mais bon. Inclut le fait de favoriser l'engagement actif des élèves, de s'adapter à leur charge cognitive et de promouvoir un growth mindset, c'est-à-dire la mentalité de croissance. Alors, la mentalité de croissance, c'est le fait de ne pas avoir une conception figée de soi-même et de ses compétences. Souvent... Qui a ce genre de réflexion ? Quel pourcentage de la population a ce genre de réflexion? Attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est idiot, mais pour atteindre un tel niveau de sagesse et de recul sur soi-même, il y a quand même très peu de gens. Posez-vous la question dans votre entourage. Un élève qui ne se sent pas à l'aise avec une matière développe la croyance qu'il n'est pas doué dans cette matière. Alors ça, c'est vrai. Moi, on m'a dit que j'étais nul dans les maths pendant beaucoup de temps. Je ne suis pas nul, c'est juste que j'ai eu des professeurs qui n'ont pas passé de temps avec moi et ils auraient dû passer plus de temps avec moi. Bon, mais c'est la vie, c'est comme ça. Je sais aujourd'hui que je ne suis pas nul en maths. Pourtant, pendant 20 ans, j'ai cru que j'étais une brêle en maths. Et d'ailleurs, tous mes amis me diront « mais oui, tu étais une brêle en maths et tout ça, etc. » Non, j'étais pas nul, c'est simplement que je n'ai pas la même approche que l'approche scolaire. D'ailleurs, je veux le dire ici, dans cette vidéo, personne n'est nul dans quoi que ce soit. Ne laissez personne vous dire que vous êtes nul ou que vous ne savez pas. D'ailleurs, il n'y a pas de question idiote non plus, d'accord ? C'est simplement qu'en fait, on n'a pas la même façon de réfléchir, pas la même approche. Et là, c'est là qu'on va vous dire, oui, mais l'éducation nationale ne peut pas s'adapter à tout le monde, blablabla. Voilà. Et qui peut rien y faire. C'est ce qu'on appelle le fixed mindset. Une vision figée de soi-même, délétère pour l'apprentissage. Ça, je suis d'accord. La mentalité de croissance, au contraire, c'est la certitude qu'on peut progresser malgré les difficultés initiales qu'on rencontre. Favoriser l'engagement des élèves, s'adapter à leur charge mentale ou favoriser la mentalité de croissance, c'est que des trucs qu'un prof humain peut faire. Mais là où l'humain atteint sa limite, c'est sur la personnalisation. Un enseignant doit jongler avec tout un groupe et imposer un rythme unique à sa classe. Alors que PS2 PAL peut adapter son rythme à chaque élève. C'est ça dont j'aurais besoin, moi. Les résultats de l'étude. Après, c'est pas parce que j'ai pas fait des maths que j'ai pas géré des équipes d'ingénieurs. C'est ça aussi qu'il y a de contre-intuitif. Voilà. Sont spectaculaires. Les élèves qui ont bénéficié de PS2 PAL ont fait plus de progrès, plus rapidement, et ils étaient plus concentrés pendant les cours. En fait, les seules dimensions où l'IA est ex aequo avec l'enseignement humain, c'est sur la confiance en soi des élèves et sur le plaisir ressenti pendant les leçons. On a donc un tuteur IA qui fait aussi bien que les profs, voire mieux, tout en ayant l'avantage de pouvoir gérer un nombre d'élèves illimité. Ça ressemble au saint graal de l'enseignement. Pourtant, ça n'est pas ce que disent les créateurs de PS2 PAL. En fait, si cette étude a d'aussi bons résultats, c'est grâce à son protocole. Le modèle est entraîné exprès pour enseigner la mécanique des fluides, avec des prompts complexes rédigés par des profs de physique. Donc même quand les étudiants sont en tête-à-tête avec le tuteur IA, il y a un cadre qui est posé en amont avec une véritable progression pédagogique. Et il nous faut un humain. Mais dans les autres études, quand on laisse les élèves apprendre la physique avec un GPT classique, sans préparation ni encadrement, ils mettent systématiquement leur cortex préfrontal sur pause. Ils copie-collent les énoncés, ne vérifient pas les réponses, et au final apprennent moins bien qu'avec les enseignants humains. Encore une fois. C'est ça en fait la plus grosse limite des tuteurs IA. Les utiliser de façon efficace demande... Encore une fois, ils ne vérifient pas les réponses parce qu'ils ne sont intéressés que par le résultat. Le résultat de quoi? Non pas d'avoir trouvé la bonne réponse, mais le résultat de satisfaire le professeur et satisfaire la demande, en fait, qui est de « produis-moi ça ». Et ça n'a donc plus aucune valeur. Volonté. Ce qui n'est pas le cas du prof, qui impose son autorité aux élèves, tel un proxy de l'autodiscipline. Alors que l'IA, vous pouvez très facilement la manipuler. Si celle de votre école est bridée, vous n'êtes qu'à un nouvel onglet d'en avoir une autre. Et surtout, la vraie raison n'est pas technique, mais sociale. Contrairement à votre mentor ou votre prof, vous ne vous sentirez jamais
redevables devant elle. Ça crée un paradoxe catastrophique, parce que, sur le papier, les LLM sont des outils parfaitement égalitaires. Que vous soyez le petit-fils de Bernard Arnault ou la fille d'un immigré ukrainien qui vient d'arriver en France, si vous avez un smartphone, vous avez accès à une IA. Voilà. Sauf que vous aurez constamment deux chemins. Celui de la béquille, qui tend vers la lobotomie du cerveau, et celui du tuteur, qui, chaque jour, vous rendra un peu meilleur. Pas sûr. Le futur risque donc d'être extrêmement inégalitaire. Alors ça, oui. D'un côté, ceux qui connaissent l'impact de l'IA sur le cerveau Ça, oui. et prennent la décision de sacrifier l'efficacité. Ceux qui laissent leurs enfants aller sur TikTok 8 heures par jour et ceux qui les en empêchent. Pour privilégier leur propre apprentissage. Et de l'autre, ceux qui cèdent aux sirènes de la gratification immédiate, mais accumulent les lacunes jusqu'à devenir complètement lobotomisés. Et ça vaut aussi pour les entreprises d'ailleurs, celles qui vont privilégier le rendement immédiat au détriment du cerveau de leurs employés, et celles qui auront une vision long terme. C'est tentant de penser qu'on fera partie des élus, mais le problème, c'est qu'on est très peu à avoir de la volonté. Il suffit de comparer le nombre de gens qui prennent l'ascenseur avec ceux qui se forcent à prendre les escaliers. La team escalier est plutôt minoritaire. Et c'est normal, parce que la paresse, ça n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Des centaines de milliers d'années d'évolution ont optimisé notre cerveau pour qu'il soit économe. C'est pour ça qu'il prend des raccourcis dès que possible. Parce que réfléchir, ça consomme de l'oxygène et du glucose. Le truc, c'est qu'avec l'IA, cette paresse peut prendre une courbe vertigineuse. On parle plus de stocker de l'info dans des pages Wikipédia, de troquer notre sens de l'orientation pour un GPS ou déléguer des calculs à des fichiers Excel. Là, on peut sous-traiter le moindre processus mental un peu exigeant. Parce que c'est notre nature profonde de chercher la facilité. Alors, si on doit lutter contre notre tendance ancestrale à la paresse, il faut peut-être chercher la solution dans des vieilles recettes de grand-mère. C'est marrant parce qu'il ne parle pas de la première fois que quelqu'un utilise l'IA. Que ce soit une secrétaire médicale, que ce soit un assistant juridique, et qui se rend compte qu'en fait, tout son domaine et toutes ses connaissances sont accessibles en une demi-seconde. Ou un développeur, par exemple. Ce premier instant, il crée quelque chose. Et c'est dommage, il n'en a pas parlé. À l'école, on dispose déjà d'un système pour forcer les apprenants à faire des efforts. Ça s'appelle les devoirs sur table. Attention, les devoirs à l'ancienne, avec juste papier et stylo. Et à l'ancienne, encore une fois. Un exemple de son utilité, c'est ce qui s'est passé pour le concours de médecine belge de 2025. En Belgique flamande, il s'est déroulé pour la première fois sur ordinateur. Résultat, le taux de réussite au concours est étrangement passé de 19% en 2024 à 47%. Voilà. Potentiellement, des milliers d'apprentis médecins qui ont fraudé. Voilà. Mais en... Le diplôme n'a pas de valeur. C'est le savoir qui a de la valeur. Comment réévaluer le savoir s'il n'y a plus la chasse au diplôme ? Telle est la question. Wallonie, ils n'ont pas eu ce problème, parce que le concours se déroule à l'ancienne, sans support numérique. Alors, au risque de passer pour un boomer, je suis persuadé que les examens avec papier et crayon, c'est en fait une solution d'avenir. C'est de la pure manipulation psychologique. Après une journée de cours, vous avez zéro motivation pour faire vos exos, mais si je vous apprends que vous avez un devoir surveillé sans assistance dans 3 jours, ce futur potentiellement désagréable où vous avez un 0 pointé vous donne instantanément la motivation nécessaire. Vous savez quand est-ce que ça va changer ? Ça va changer le jour où on fera comme dans Matrix, où on insérera le câble et là on aura toute la connaissance dans notre cerveau. C'est là où ça va changer. En tout cas, sur moi, c'est ce qui marcherait. J'ai testé d'ailleurs une version radicale de cette solution avec Antoine. Pendant 3 mois, je lui ai interdit d'utiliser le moindre LLM. Une véritable cure de désintoxication qui a Est-ce que Antoine est allé voir ma formation sur Nuxt, dont on a parlé plus tôt, de 1h30 sur ma chaîne ? Chuter sa productivité de façon extrêmement frustrante. Au départ, tu souffles un peu du nez parce que perdre entre guillemets 2-3 semaines, c'est pas très satisfaisant. Surtout que les résultats, pour moi, c'est super important. Je suis orienté résultat. Le vrai retour si on à la reprend réalité. nos 3 piliers de l'apprentissage, Antoine a été obligé de lire de la documentation avant de commencer à coder, autrement dit de se bouffer toute la théorie que l'IA lui avait jusque-là permis d'éviter. Ensuite, il a dû coder lui-même, c'est-à-dire se confronter à la pratique. Coder lui-même, au lieu de la sous-traiter à terrible. l'IA.
un véritable exercice de remémoration qui lui a permis d'ancrer donc ses connaissances. Et cerise sur le gâteau, chaque fois qu'il était bloqué, il a dû retourner dans la doc et chercher les bugs ligne par ligne, ce qui est un vrai exercice de C'est-à-dire métacognition Voilà. où chaque hypothèse faisait se trémousser ses neurones dopaminergiques. Après ces 3 mois, on a réintroduit l'IA petit à petit. Et non seulement Antoine était monté en compétences, mais en plus, il avait retrouvé du plaisir à coder. Quand tu commences à embarquer de l'IA un peu dans ton code, à lui faire écrire une partie du projet, bah quand tu reviens chez toi le soir, t'as plus ce truc de j'ai codé telle partie du site, j'ai codé telle fonctionnalité, j'ai créé ça. Parce que tu sais plus à quel point toi t'as créé et l'IA a créé. Tu sais pas quelle partie t'appartient encore. À la limite, t'as presque juste managé une IA en la recadrant de temps en temps. Oui. Et finalement, qu'est-ce qui t'appartient encore dans le projet ? T'es devenu dépendant de l'outil. Il y a ce truc de quand c'est toi qui l'as fait. En fait, on pense que, Antoine, je pense que tu dirais la même chose que moi. On pense qu'en fait, l'IA est notre esclave, mais c'est nous qui sommes esclaves de l'IA. Bah t'as un énorme plaisir à finalement assembler les pièces du puzzle, que ton système il tourne parfaitement comme tu l'as pensé, et t'es super fier de l'avoir créé toi, et t'as qu'une envie, c'est continuer à bosser dessus. C'est beau. C'est beau. Alors oui, cette histoire de cure de désintox avec la Antoine, mi-code, ça peut la sembler coiffure, là, qu'est-ce extrême, qui se passe ? mais en fait ça illustre quelque chose de plus profond. Pendant des millénaires, l'humanité a progressé en se confrontant à la difficulté. C'est Ouais. l'effort qui sculpte le cerveau, pas le résultat. Et là, pour la première fois de notre histoire, on a un outil capable d'éliminer presque toute friction cognitive. On aurait pu... Alors, c'est pas vrai, c'est pas la première fois. Mais je comprends ce que tu veux dire. D'une telle puissance, oui, mais c'est pas la première fois. Il y a plein de choses qui ont éliminé nos frictions cognitives. Pensez le cheval, la voiture. Aujourd'hui, un cheval, ça vaut moins cher qu'une voiture. C'est horrible parce que le cheval, c'est un être vivant en plus, hein, mais il devrait avoir une valeur inestimable. Mais un cheval, ça coûte rien par rapport à une voiture. Alors qu'avant, lorsque Ford a sorti ses voitures, tout le monde lui disait « Mais un cheval fait la même chose qu'une voiture, pourquoi je mettrais une somme aussi énorme dans une voiture ?» Vous parler des autres menaces, l'empreinte carbone des data centers, le pillage de la propriété intellectuelle, la souveraineté numérique ou les métiers qui disparaissent. Tout ça est réel, mais on a choisi de se concentrer sur le cerveau. Parce que le cerveau, c'est la racine. Une société qui ne sait plus former ses enfants à penser, elle peut avoir toutes les lois, tous les brevets et toutes les éoliennes du monde, elle s'effondre quand même. L'éducation, c'est pas un secteur parmi d'autres. C'est le socle. C'est là qu'on fabrique ceux qui vont hériter de tout le reste. Donc non, l'IA ne va pas nous rendre stupides. On va se rendre stupides tout seul, si on choisit systématiquement le chemin le plus court. La bonne nouvelle, c'est que c'est un choix. Et comme tous les choix, il se fait chaque jour, à chaque prompt. Utiliser l'IA comme une béquille ou comme un sparring partner. Déléguer sa pensée ou l'aiguiser. Ouais. Au fond, la question n'a jamais été de savoir si ChatGPT était intelligent. C'est de savoir si nous, on veut encore le rester. Ouais. Franchement, ce documentaire de Mi-Code, allez le voir parce qu'il est dingue. Il est super dingue. Bon, les amis, c'est la fin. J'étais content de faire ce react. J'ai un peu réagi à chaud. Réaction. Je pense qu'en fait, on est dans un entre-deux dégueulasse. On est dans une période où tout est en train de basculer, de changer. Et je ne sais pas en fait ce qui va se passer. Je pense que personne n'est capable de savoir ce qui va se passer. Mais c'est plutôt facile de dire que ça va aller dans tel sens ou tel sens. Moi, je pense qu'on va avoir de sérieux problèmes sociaux parce que les gens deviennent... Je vais essayer de résumer, mais je pense que les populations dans leur ensemble deviennent de plus en plus connes. Et je m'inclus dedans. Tout simplement à cause de ça, à cause du téléphone et à cause des Instagram, YouTube Shorts, tout ça, etc., sur lesquels on passe beaucoup trop de temps. Et en fait, par extension, c'est simple parce que ça nous amène beaucoup de dopamine au quotidien, les likes, les photos, qui a dit quoi, etc., sur qui.
Et la vérité, c'est que il va y avoir une différence majeure, je pense, colossale, un gap colossal entre les gens qui sauront s'extraire de ça et l'utiliser avec parcimonie et ceux qui en seront esclaves. Les gens qui seront esclaves de l'IA et qui, par extension, ce qui est formidable, payent un abonnement à l'IA pour en être les esclaves, la chute va être terrible. La chute va être terrible parce que, en fait, il n'y aura même pas de montée. Il n'y aura pas de chute puisqu'il n'y aura pas de montée. Vous n'arriverez pas du tout à l'objectif que vous pensez atteindre, en fait. Pour plein de raisons. Et moi, je le vois déjà. Je vous donne un exemple. C'est que, et je finis là-dessus d'ailleurs. Moi, souvent, on me dit, parce que vu que j'ai une chaîne YouTube et que tout le monde me connaît en tant que développeur, tout le monde me dit, mais ça y est, maintenant, c'est fini ton métier. Tu dois t'effondrer, quoi. Tu dois avoir moins de travail et tout ça, etc. Et comme moi, ça fait des années que je suis dans la tech et que j'ai bossé pour beaucoup de boîtes, j'ai un réseau et j'ai des clients via mon réseau. Et vous n'avez pas idée le nombre de clients que j'ai de plus en plus de clients. Et j'ai des clients qui ne sont pas du tout de la tech et j'ai des clients qui ne sont pas du tout de la tech, qui utilisent l'IA et qui pensent qu'ils peuvent faire de la tech avec l'IA. Et qui me disent, en fait, ils sont arrivés au même stade qu'Antoine. En fait, je ne suis pas capable, j'ai besoin que tu me le fasses. Le seul problème, c'est que vu que l'IA génère 10 fois plus et 10 fois plus rapidement qu'un être humain, je me retrouve avec des problèmes 10 fois plus gros, 10 fois plus larges et que moi seul ne peux pas gérer. Et il faudrait qu'on soit une armée de seniors pour pouvoir débugger et réparer le travail qui a été fait par l'IA. Ça n'arrive pas, je refuse systématiquement ces contrats, quel que soit le prix, et les prix augmentent. Et quand je peux corriger de l'IA, je peux utiliser l'IA pour corriger l'IA. Dans 50 à 60% des cas, je vais dire, les projets sont irrécupérables. Alors, la vérité, c'est que ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'IA, mais apprendre à la contrôler, comme a dit Micode dans son documentaire, apprendre à la contrôler. Et ça c'est déjà un exploit en soi, parce que je pense qu'on est très, très, très early, c'est-à-dire que très peu de gens utilisent l'IA pour le moment, très peu, hein. Je sais que beaucoup de gens ici vont me dire « Mais non, pas du tout, Guillaume, tout le monde utilise l'IA. » Non, je t'assure que non. Je t'assure que beaucoup de gens n'utilisent pas l'IA. Et que, en fait, les effets qu'on est en train de constater aujourd'hui sont des effets qui arrivent aux gens qui utilisent l'IA aujourd'hui, mais qui arriveront aussi à ceux qui utiliseront l'IA pour la première fois dans 5 ans. Dans 5 ans, j'exagère, peut-être dans 1 an, 2 ans. Voilà, il faut attendre un petit peu que la courbe d'adoption augmente. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi. Allez voir le documentaire de Micode, je vous dis à bientôt. Ciao.